Bonjour à tous, salut Pierre, salut Thomas. Bon bah écoutez, je vais inviter tout de suite Alice à nous rejoindre. Salut. Salut Alice, tu m'entends bien? Ouais, tu m'entends aussi? Très bien. Parfait. Bon, bah tout d'abord merci de répondre favorablement. On a réussi à le faire ce live finalement. Ouais, désolé, ça a Ouais. été un peu compliqué, mais on a réussi, c'est le principal. Oui, oui, non, non, bah il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, la priorité c'est le circuit. Bon, et puis après, tu as eu des petites péripéties juste après Roland-Garros. Bon, on aura l'occasion d'en discuter. Donc. Après, ça reste un live en toute humilité, hein, donc il n'y a pas de. C'était pas pressé, voilà. Bon, c'était pas pressé. Et bah, c'est Bon, parfait. eh ben J'attends c'est les parti. questions. Ouais, ouais, bah il y a pas de problème. Bah écoute, tu vois, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont connectés. Bah bonjour à tous. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, alors moi j'ai une toute petite communauté, hein, donc c'est Moki Tennis, donc je suis un joueur amateur, hein, je suis 15 ans. Et voilà, j'aime bien partager un peu mon quotidien de tennis amateur. Et j'aime bien j'aime organiser des petits lives avec les joueurs professionnels pour faire un peu de temps en temps les parallèles entre le monde pro et le monde amateur qui ont peut-être des similitudes mais qui ont aussi des différences. Et du coup, bah, Alice a accepté de discuter un peu de tout cela. Euh, bah, tout d'abord, ma première question, c'est comment tu vas? Comment va ton épaule? Je sais que tu as été énormément sollicité dans les dernières semaines et même les derniers jours. Donc, c'est ma première question, tout simplement, c'est comment tu vas? Et ben, ça va mieux. Alors, effectivement, je profite du live pour annoncer à tout le monde que j'ai dû être opérée. J'ai été opérée hier matin. C'est pour ça que le live a été décalé. Ça s'est fait un peu en urgence. Et ça va, je prends le temps de guérir et d'attaquer la rééduque. Et normalement, je serai vite de retour sur le terrain. Ok. Du coup, genre, je sais pas si tu vas entrer dans le détail, mais c'est une petite opération ou ça va être que quelques semaines de repos et de rééducation ou est-ce que tu en sais un peu plus déjà ou... Alors déjà, je vais pas prendre un an d'arrêt comme sur certaines opérations de l'épaule. Ça reste un acte chirurgical et on va essayer de réduire bien évidemment et de faire le travail proprement pour être de retour relativement vite sur les terrains. Si je devais annoncer une date, je dirais qu'on vise une reprise en septembre. Maintenant, on sait très bien qu'il y aura des moments où ça avancera vite, des moments où ça avancera moins vite. Hmm, Le but étant de faire le travail proprement et de ne plus jamais être embêté. Donc, s'il faut que je prenne plus de temps, je prendrai plus de temps. Et si ça va plus vite, je reviendrai plus tôt. c'est clair. Ah oui, donc septembre, c'est quand même déjà quelques mois de repos et une reprise toute douce au printemps, quoi. Enfin, Oui, oui, à l'automne. oui. Après, c'est relativement rapide, hein. Ça Hmm, veut dire que je reprends la raquette dans pas si longtemps que ouais, ça. Mais voilà, tout dépendra de comment se passe la rééduque et de comment ça avance. Mais normalement, ça devrait aller assez vite. d'accord. C'est la première fois que tu es confronté à ce genre de blessure ou dans ta jeune carrière ou c'est la première fois ou... Non, malheureusement, c'est pas la première fois pour moi. La première fois. J'ai eu deux grosses opérations au poignet, s'en est suivi trois autres petites. Donc voilà, j'ai été passée plusieurs fois par la case opération. Et par contre, c'est la première sur l'épaule et j'espère bien la dernière. Ah oui, non, bah, on va espérer hein, de tout cœur. Ah non, mais oui, c'est vrai que nous, c'est quelque chose sur le côté amateur qu'on se rend pas forcément compte des efforts physiques que vous faites. Et c'est vrai que nous, quand on a des grosses blessures comme vous pouvez avoir, on n'a pas forcément cette volonté derrière. Alors après, il n'y a pas les mêmes enjeux, hein, mais on n'a pas forcément la même volonté de rebondir. Donc, faut être fort mentalement. Ouais, bah, je pense que enfin, c'est pas forcément une question d'être fort mentalement, c'est une question de volonté, c'est de choix de Mm. vie. Moi, j'ai choisi de faire ça et je pense que c'est éphémère et mes choix de vie et je me suis accrochée
5 opérations au poignet, donc je vais bien m'accrocher une à l'épaule et j'en profite pour partir sur des nouvelles choses. Ça permet aussi de travailler de nouvelles choses, de repartir sur un bloc de prépa physique Hmm, et, euh, et j'ai confiance pour la suite. ça marche. Ok, bah en tout cas, on te souhaite le meilleur rétablissement possible. C'est jamais simple, les blessures. Ça, c'est clair. Merci. Euh, bah, ce que je te propose, c'était rapidement faire une biographie de toi, rapidement, hein, vraiment très succinctement, et puis après partir sur les questions, si ça te va. Voilà. Et n'hésite pas à Parfait. m'interrompre. Voilà. Bon, j'ai bien souri parce que j'ai vu que tu étais auvergnate de naissance. Voilà. Né à Clermont et toujours auvergnate. Toujours auvergnate, supporter de l'ASM, voilà, du ASM. Voilà. Exactement. Et puis c'est mon club en plus, donc Voilà. Tu joues toujours avec c'est eux, ça. ouais. Ouais, ouais, Non, ouais. non, non, ça me fait sourire parce que j'ai vécu 4 ou 5 ans en Corrèze, donc c'est pas si loin que ça de Ah, Clermont. c'est vrai. Voilà, C'est vrai. ça, me ça me fait sourire. Donc ouais, t'as commencé le tennis vers 5 ans, dans un petit village une petite ville à côté de Clermont. Alors je vais essayer de pas le détruire. C'est Saint-Gène-Champanel. Alors j'avoue que je connais pas. Saint-Genès-Champanel, Voilà. c'est Voilà. une petite commune là où j'habite. Et c'est comme ça que c'est ici que j'ai pris ma première raquette. Voilà. Tes premiers amours, c'était quoi sur terre battue, sur dur? Bon, j'ai vu que c'était par rapport à, t'as voulu suivre un peu ton frère au début, de ce que j'ai compris. C'est ça, j'ai un frère qui a 2 ans et demi de plus que moi et mes parents travaillaient, surtout mon papa, en horaire décalé, donc c'était pas toujours évident de venir nous récupérer au sport ou de nous emmener faire des activités. Hmm. Et notre école primaire était collée, la maternelle et l'école primaire étaient collées au club de tennis, donc c'était directement les encadrants du tennis qui venaient récupérer les enfants à l'école. Et donc mes parents ont décidé de mettre mon frère au tennis, ça a collé, et puis bah moi, comme petite sœur, je voulais tout faire comme mon frère, donc j'ai suivi, et c'est de là que l'aventure a commencé. L'exemple de la famille. L'exemple de Exactement. la famille. C'est ça. Et du coup, après l'ASM, du coup, bon, j'ai vu que tu avais commencé à créer une petite structure, alors une structure pour bah, quand tu as commencé à percer un peu dans les jeunes et commencer le monde professionnel. J'ai vu que tu avais créé une team qui s'appelait Alice Team. Et t'es resté sur l'ASM au début ou après t'es tout de suite parti? Parce que là, j'ai vu qu'actuellement tu étais à l'IBS Tennis Academy à Aix. C'est ça, alors j'ai évidemment depuis mes 5 ans où j'ai tapé ma première balle, il s'est passé beaucoup de choses. Ok. J'ai commencé donc à Saint-Jean-et-Champanel, puis j'ai été formée au Stade Clermontois. Ensuite, je suis partie au CUC, puis après, je suis partie avec un entraîneur privé à Serra avant de rejoindre en 2016 l'ASM et depuis toujours assez mixte. D'accord. Ok. Et l'IBS Tennis Academy, c'est quoi? C'est ça, c'est ce que tu disais justement, c'est Et donc toujours licenciée à l'ASM, mais je ouais, m'entraîne au sein d'IBS, ouais, qui est à Aix-en-Provence dans le sud. Et là-bas, mon entraîneur c'est Thomas Enquist, pour ceux qui connaissent un peu, pas mal. suédois, qui a été quatrième mondial. Et donc là-bas, j'ai tous mes entraîneurs et toute mon équipe dans le sud. Ah ouais, Thomas Enqvist, oui, ça a été un grand attaquant suédois à une époque, ouais, effectivement. À l'époque où les Exactement. surfaces étaient beaucoup plus rapides. Il se faisait bien Aussi, plaisir. aussi. Ouais, non, c'est pas mal Thomas Enqvist. Et c'est au même endroit où s'entraîne Antoine Wang ou pas du tout IBS parce que Non, non, c'est notre non, structure non. à Aix à côté. C'est une autre structure, mais c'est pas bien loin. C'est pas bien loin. Ok. Vous êtes quand même très nombreux à jouer dans la zone Aix-en-Provence, mine de rien, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Ouais. On est assez nombreux, il y a quelques structures qui sont dans le coin et puis le climat est assez propice. C'est Donc sûr. c'est vrai que ça a tendance à délocaliser pas mal dans le sud. Faut aimer le Mistral, mais bon, sinon, C'est ça. Mais bon, en même temps, il faut savoir jouer dans le vent, donc c'est il y pas a plus toutes les mal de se conditions. préparer aussi. Ça marche. Bah, au niveau donc j'ai vu, donc au niveau de donc actuellement, t'es 325e, je crois, ou 329e à la WTA. C'est Donc, ça.
Je crois que tu es quasiment au meilleur classement que tu as eu. Je crois 323, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Euh, kiff kiff. kiff, kiff, ouais. Et j'ai vu, alors par contre, j'ai pas trouvé le nom, mais j'ai vu que tu avais fait ta première victoire contre une top 100 il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Euh, alors, il y a maintenant un moment, Ouais. j'ai fait ma première victoire à top 100 à Poitiers. À Poitiers. À Poitiers, c'est ça. En battant une Roumaine, Jacqueline Adina Christian, qui était 82. C'est beau. C'est beau. Bravo. Et Merci. du coup, ouais, bon, au niveau de tes titres, bon, ce qui est assez fort pour nous, alors j'appelle ça des titres amateurs, mais c'est du haut niveau amateur. Donc, tu as été une fois championne de France en 17-18, en 2018, si je dis pas de bêtises. C'est Et la ça. même année, alors est-ce qu'il y a c'est la même année ou c'est un an d'écart? Tu as C'est été la même championne de année. France seconde série. Ouais, c'est beau. Donc c'est bien ce que il me semblait. Tu as fait C'est 17-18 et seconde la série la même semaine année. suivante. C'est ça, ça a été 2 semaines de suite. Donc la première semaine, c'était au Mans, en junior, en 17-18. Et je gagne au Mans. D'ailleurs, anecdote assez rigolote. Je n'avais jamais été championne de France auparavant. C'était Ouais. vraiment mon premier titre. Donc c'est vrai que quand on est junior, ça représente quand même quelque chose et c'était un objectif. Donc, donc ouais, j'avais qu'une envie, c'était de le fêter en fait avec ma famille, mes amis et tous mes proches. Sauf qu'il fallait enchaîner à Blois le CRIT, donc les Ah ouais. championnats de France deuxième série. Et, euh, et j'avoue que j'étais pas du tout, mais pas du tout prête à le faire. Et, euh, et donc j'ai passé une nuit assez sympathique parce que toute ma famille était venue pour la finale. À fêter ça. Et puis je crois que c'est le lendemain où je suis partie pour Blois. Et je me suis retrouvée à jouer le soir où je n'ai plus trop de souvenirs, mais je prends 5-0 à -2 ou -4. Et au Ah final, ouais. je gagne 7-5, 6-3. Et puis, je jouais match par match en me disant que de toute façon, j'avais plus rien à perdre, j'avais fait ma semaine. Et, euh, et ça m'a mené jusqu'au titre, en fait. Oh, c'est fort. On aimerait bien tous faire ça, prendre 5-0 et derrière, c'est bon, allez, je me mets en roue libre. J'ai déjà gagné un C'est titre il y a ça. 2 jours. Et derrière, au final, t'en fais deux d'affilée. C'est quand même fort, hein. En 2 semaines, ça fait quoi? Ça fait 10 victoires d'affilée à peu près, je pense, ou facile. Mais C'était 10 victoires d'affilée. Ouais. ah ouais. J'avoue, c'est fort. Je sais même pas si, alors j'ai pas la stat, hein, je sais même pas si c'est déjà arrivé qu'une personne gagne un titre entre guillemets en jeune plus un titre en senior la même année. Je sais même pas Alors, si c'est arrivé. c'était un journaliste à l'époque, à la sortie du match, qui m'avait dit que c'était un doublé historique puisque ça n'avait jamais été réalisé. Donc, a priori, ça n'a jamais été fait, Bravo. C'est ce qui est dans le Guinness, assez dans sympa. le, C'est ça. dans le Guinness français. C'est beau, c'est beau. Et t'as regagné les secondes séries l'année dernière du coup, sortie de Covid. Ouais, et donc en 2018, donc en gagnant le CRIT, j'ai été numéro 20, donc première série. Ce qui fait que l'année d'après, j'ai pas pu rejouer les championnats de France, Ah oui, puisqu'il c'est vrai. faut être deuxième série. Mm. Et puis 2020 est arrivé, le Covid, donc pas de championnat de France. 2021, j'ai été opérée du poignet. 2022, le retour sur les championnats de France et je les ai gagnés de nouveau. Donc c'était un de mes premiers tournois de reprise d'ailleurs. Et, Ça va. et ça s'est plutôt bien passé. Ah, c'est vrai que des fois, dans les moments de reprise, on peut, à l'inverse, ou se frustrer totalement et puis il y a rien qui rentre, ou à l'inverse, on est tellement heureux de reprendre qu'au final, on peut jouer l'acier. Ouais, c'est ça. Alors pour ma part, c'était c'est compliqué. Donc il y a eu une première opération Mm. où je me suis motivée pour revenir vite. Tout s'est super bien passé, bien plus vite que prévu. Et puis 8 mois après, sans aucune raison et sans aucun signe, j'ai rechuté. Donc deuxième opération assez lourde. Et puis s'en est suivi des galères qui ont mené à la troisième, quatrième, puis cinquième. Et je pense qu'au bout de cinq, franchement. Moi, j'avais annoncé que je voulais tout arrêter, je pensais pas m'en sortir. Ouais, c'est sûr. Donc, j'avais dit à mes proches que c'était la fin. Et puis, au final, l'envie de se battre, de s'accrocher, m'a poussé à revenir sur les terrains. Et c'est vrai que je m'attendais pas à avoir des si bons résultats aussi vite. Ah, tu te bats pour ton rêve et c'est beau, hein, c'est un beau message
pour nous tous, alors on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais que même après des galères et des galères sur le poignet. Alors du coup, je t'ai pas demandé, mais c'est le poignet droit ou le poignet gauche du Poignet coup? gauche. Poignet gauche. Ah, mais c'est vraiment le côté gauche qui souffre, effectivement. Bah, là, c'est côté droit pour l'épaule. Ouais, ouais, voilà, c'est sûr, c'est encore plus embêtant pour le coup. Ouais. Mais ouais, belle volonté, hein, j'avoue. Belle volonté. Et du coup, au niveau du palmarès ITF, alors j'espère que je vais pas oublier de titre. Tu as gagné deux ITF W15, si je dis pas de bêtises, Mm, à Monastir, c'est ça. À Monastir en Tunisie et Norge-la-Ville en France, je crois, en 2022, Oui, sur dur. C'est ouais, bon. J'ai pas dit de bêtises. exactement. Voilà. Non, Et tu as fait deux quarts de finale d'affilée dans un ITF 40 à Monastir, toujours en 2023. c'est ça. C'est ça. Exactement. Et après, j'ai vu plusieurs demi et quarts de finale en W25, si je dis pas de bêtises. J'ai Notamment, hein, il y fait, a pas j'ai fait une demi en 60 une demi et, en 60. et après, oui, plusieurs demi en 25 et j'ai gagné en double en 60. D'accord. Alors, j'avoue, je plaide coupable. J'ai pas regardé le palmarès de double. Pas de problème. Je plaide coupable. Alors, on en parlera du double parce que tu en as fait à Roland-Garros avec une autre Alice pour le coup, euh, de l'USO Mondeville en l'occurrence. Et non, bah déjà, c'est assez fort. Et puis, Bastad, je crois que c'était juste avant Roland-Garros où tu fais demi, je crois. C'est pour ça qu'on a annulé le premier live, il me semble bien en plus. Ouais, ouais, exactement. Donc je décide d'aller en Suède pour me préparer sur Roland et puis je fais demi donc c'était plutôt positif et j'abordais Roland assez sereinement. Du coup, bah, ça nous permet de faire la transition. Bah, première participation à Roland-Garros avec une wildcard pour les qualifications données par la fédération. Bah, ton premier sentiment déjà quand tu as reçu la wildcard? Euh, Premier sentiment, je dirais que j'en ai pas eu de premier tellement qu'il y en a eu en même temps. Euh, Forcément la joie parce que je pense que ça récompense. Je pense qu'habituellement c'est évidemment on est contente, mais là savoir d'où je revenais à ce moment-là et ce que j'avais traversé, m'imaginer sur une table d'opération il y a encore si peu, on va dire. Ouais, c'est un long chemin, ça a été un long combat et ça récompense pas mal de travail acharné. Donc contente et fière et super motivée à l'idée de jouer mon premier grand chelem chez les pros. Oh, c'est clair. Et du coup, tu es tombé sur Mona Barthel, qui est une ancienne top 100 allemande. Hein. Alors, je sais plus combien elle est maintenant, mais c'est vrai que t'as fait un gros match. Hein. Alors, je sais que tu as perdu le premier et derrière, t'as égalisé un set partout. Euh, Comment tu t'es senti sur le terrain pour ce premier match? Un peu de pression ou au contraire, comme tu disais, un relâchement total en disant c'est enfin, un soulagement, mais une consécration en disant bah, j'en profite, c'est mon premier. Quel sentiment il t'a traversé au milieu du match? Alors pour être cash, je me suis fait mal à l'épaule en préparant Roland. Là, j'ai fait une semaine d'entraînement à Roland D'accord. et m'est arrivé ce problème à l'épaule. Donc ça a été difficile à gérer. On n'a pas tout de suite trouvé ce qu'il y avait. Mm. On a essayé de tout faire pour que je joue Roland et on a plutôt bien géré. Ça s'est aggravé sur le match. Donc pour moi, ça a été une frustration énorme Ouais. de ne pas être à 100%, d'être loin d'être à 100%. Je pense que pas mal de monde s'est rendu compte que bah, je ne pouvais pas servir. Ouais. Euh, C'était impossible pour moi de servir, donc j'ai essayé de mettre la balle en jeu et malheureusement je suis tombée sur un profil de joueuse assez agressive au retour et qui servait bien et donc tout a été compliqué pour moi et donc d'un côté super frustrant, d'un autre côté super encourageant parce que avec la moitié d'un bras j'ai quand même réussi à batailler sur des joueuses qui sont au calibre de grand chelem, donc maintenant une fois de retour à 100%, j'espère bien plus. Bah, surtout que tu disais dans une interview qu'au final, pas que le service était un point faible, mais que tu avais sacrément bossé le service et que c'était devenu une arme, une bonne arme dans ton jeu en plus. Donc ça Bah, devait c'est vrai être qu'on encore avait plus compliqué.
on avait bien bossé le service. De là à dire que c'était vraiment en arme, je pense pas parce que je suis petite et que ça sera jamais, je mettrai jamais des aces Mm. à gogo, ce sera pas mon profil de jeu. Par contre, c'était devenu un peu plus un coup où je me protégeais et je m'exposais moins en retour. Donc là, c'est vrai que c'était super compliqué et frustrant d'attaquer et d'être directement prise à la gorge au retour. Ouais, la problématique de la deuxième balle de temps en temps, effectivement, on peut se faire agresser, même si tu te faisais peut-être agresser dès la première, mais c'est sûr que C'est si ça, t'avais... sauf que moi, c'était aussi bien en première que deuxième. Ouais, j'ai pas vu jouer beaucoup Bartel, mais des souvenirs que j'ai, c'était ça jouait en deux trois frappes. Donc c'est vrai que si elle a vu que tu servais moins fort, elle a pas dû se gêner pour tenter. C'est ça, après, c'était le jeu, hein, Oui, oui, bien joué à elle. oui, c'est clair. Et bah alors du coup, je suis assez étonné. Alors je pense que du coup, t'as enchaîné le double. Alors je sais plus si c'est le lendemain. Non, c'est pas le lendemain. Mais bah non, c'est Non, il y plusieurs a eu jours quand après même avec une Ali. semaine. Ah, Alors, t'as voulu maintenir parce qu'au final, t'avais déjà la douleur et t'as joué en serrant les dents. Du coup, ça c'est vrai qu'on se rend pas compte que beaucoup de joueurs pro vous jouez en serrant les dents souvent. Hein. Enfin, enfin, on pense beaucoup à Nadal qui a joué avec des douleurs toute sa vie. Mais c'était vraiment pour pas comment dire empêcher Alice de faire le double ou t'as vraiment tenté tu t'es dit bon ben enfin, je vais faire plaisir, je vais jouer avec Alice Rom mais en sachant que je suis pas 100%. Enfin, c'était quoi la décision du non, déjà, j'ai pris la décision entre le simple et le double de rentrer à Clermont pour voir le médecin et passer des examens. Ouais, À ce moment-là, on savait pas ce que c'était. J'ai passé des examens qui, dans un premier temps, sont révélés être plutôt rassurants. ouais. Et, et comme tu l'as dit, il est super fréquent de serrer les dents et de jouer avec des douleurs, notamment dans le tennis où les matchs s'enchaînent beaucoup, les tournois s'enchaînent chaque semaine. Et c'est quelque chose où on est un peu habitué, malheureusement. Hum, Et ouais, c'était mon premier grand chelem. Je passe écho, IRM, plutôt rassurant. Il n'y avait pas de lésion à ce moment-là. hum. Donc je décide d'aller jouer le double. Et puis un plaisir de jouer avec Alice. Évidemment qu'elle savait que je pouvais pas servir à 100%. J'étais apte à jouer, sinon on n'aurait pas pris cette décision, bien évidemment. Et on est passé pas loin de faire un exploit, un petit exploit. Elles étaient tête de série en plus en face de souvenirs, je crois, dans le Alors, tableau, non? elles étaient Ou pas tête de série, c'était limite tête mais après elles perdent 11-9 au Super Tie-Break sur les têtes de série 10. D'accord. Donc, on aurait pu, je pense, faire une belle équipe et faire un bon Roland. Et vous aviez déjà joué ensemble avec Alice ou pas du tout? C'était tout nouveau? Ou- Alors, on n'avait jamais joué ensemble en double, Ouais, mais Alice, c'est une de mes meilleures amies sur le circuit. d'accord. Et on a des styles de jeu assez complémentaires. On sent le jeu à peu près de la même façon. Donc c'est vrai que c'est une association qui a vite marché. Ça a énormément aidé qu'on soit amis en dehors et sur le terrain. Ça s'est vachement ressenti d'après les gens et même pour nous, c'était un plaisir de jouer ensemble. Et je pense que rien que ça, ça nous a un peu porté et ça nous a aidé. Ah, ça se trouve, si t'avais pas eu elle comme coéquipière, ça se trouve, tu l'aurais même peut-être pas fait le double au final. Tu serais peut-être plus posé Bon, je la pense question pour toi. que ouais, mais même pas. Je l'aurais joué quoi qu'il se passe Hmm. parce que je suis compétitrice et que j'étais apte à jouer. Certes, j'étais un peu moins. On se posait des questions par rapport au service. On trouvait ça un peu louche que j'arrive pas à servir, mais Hmm. à part ça, tout allait. Euh, bon, écoute, on va espérer que tu reviennes au top. Et bah en parlant de gabarit, effectivement, j'ai vu que ta joueuse préférée. Et c'est vrai que j'ai revu des vidéos de ta finale l'année dernière contre, c'était Manon Garcia, je crois. Ouais. C'est vrai que il y a des réelles similitudes avec ta joueuse préférée, si c'est toujours le cas, qui est Simona Alep. Ouais, c'est toujours le cas parce que
j'ai grandi en la regardant jouer. Tout le monde a toujours un petit peu comparé à elle, dans le sens où c'est pas la joueuse la plus grande du circuit. Moi, je suis relativement petite. Et c'est pas celle qui frappe le plus fort, c'est une de celles qui arrive à varier le jeu au maximum. Et donc c'est vrai que je me suis un peu inspirée de son style de jeu pour le remixer et le faire à ma sauce, mais il y a pas mal de ressemblances. Et du coup, comment tu définirais ton style de jeu? Alors, moi, j'aurais dit puncheuse de ce que j'ai vu, mais je sais pas si c'est la bonne définition, hein. Et puis, puncheuse, mais mine de rien, tu vas souvent au filet quand même. Je dirais varié, complet et agressif. Agressif. Je Voilà. vais le définir. Vers l'avant. Ah ouais. Voilà. J'essaie En d'aller tout cas, contre Manon, un en tout maximum cas, vers l'avant. contre Manon l'année dernière, t'es monté pas mal à la volée, hein. En tout Ouais, cas, je suis contre. montée pas mal parce que elle, pour le coup, c'est vraiment un style de jeu différent qu'elle Mm, propose. Elle est très loin de sa ligne, elle joue assez haut, avec mm. assez de poids dans la balle. Et moi, c'est vrai que j'aime pas trop rester du fond à jouer en trajectoire. Je préfère avancer dans le terrain. Et donc, je me suis retrouvée à prendre pas mal le filet. Ouais. D'accord. Euh, ça marche. Bah écoute, j'ai quelques questions un peu plus larges. Et puis n'hésitez pas dans le live, je vais essayer de les lire au fur et à Il y a mesure. quelques questions, je crois. Je sais pas si je peux les retrouver. Il y en a eu au début de la vidéo un peu. Ouais, il y en a eu au début. Alors n'hésitez pas à en remettre, hein, parce que moi j'en ai sur ma feuille, mais en même temps, n'hésitez pas à en re-remettre. Euh, moi, alors si t'en trouves une, il n'y a pas de souci. Sinon, j'en ai quelques-unes. Euh, Bah du coup, ma question qui me turlupine le plus, c'est comment on fait pour trouver un équilibre de vie justement entre cette vie pro et parce que c'est un enchaînement de voyages, hein, dans le monde entier. Comment on trouve un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sur le monde pro? C'est pas évident. C'est pas évident. Ça voyage beaucoup, ça joue beaucoup. Quand on est en tournoi, bah, il n'y a pas de vie sociale hein, parce qu'on est à l'étranger. Donc on Mm. est un peu la tête dans le guidon, concentré à fond sur les matchs qui arrivent. Et moi, après, c'est vraiment personnel et c'est à chacun son truc. Moi, je sais que j'aime bien prendre le temps une fois tous les 3 mois de sortir avec mes amis et le temps d'une soirée. Et puis voilà, ça permet un peu d'avoir une vie sociale De déjà, déconnecter se sentir un peu, ouais. intégré, de déconnecter et puis de vivre la vie de quelqu'un de 22 ans, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tu es né en 2001. Ça me vieillit beaucoup. Mais oui, 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 hein. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais c'est vrai que bon alors à part les enfin les très très grands champions hommes, puis maintenant on le voit, des femmes qui sont allées jouer jusqu'à 40 ans. Je pense à c'était Kimike Datakrum qui a fini à 42 ans, la japonaise, je crois. Bon, au Oui, final, la oui, carrière quand même, voilà, 42 ans, je crois. Bon, et puis il y a encore Vénus qui continue un petit peu. Mais c'est vrai que la vie de pro, de tennisman, ça reste quand même dans les années jeunes, hein, on va dire entre 16 et 30 ans. Donc c'est vrai que on a envie d'en profiter, je pense, de temps en temps. c'est ça. Après, c'est une vie qu'on a choisie, donc on a Bien signé sûr. pour ça aussi. Ça veut pas dire que on est tête dans le guidon 365 sur 365. Faut savoir aussi parfois sortir un peu. Et puis, bah, moi, j'ai la chance déjà de pas boire et de pas fumer. Donc, quand je sors, bah, voilà, je me couche 3 heures plus tard, 4 heures plus tard que d'habitude. Et j'ai passé une bonne soirée. Et ça permet de recharger les batteries et je suis prête à attaquer les semaines d'entraînement. Ah bah, c'est sûr que si tu bois pas, tu fumes pas, c'est sûr que les soirées tu peux te coucher tard, mais le réveil sera beaucoup moins difficile, c'est sûr. Je confirme. C'est ce qu'on dit. J'ai jamais expérimenté l'inverse, donc pour l'instant, je peux pas trop donner mon avis sur ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que je profite. C'est la meilleure approche, hein, parce que nous, quand on sort le samedi soir pour les matchs par équipe du dimanche matin à 9 heures, généralement, si on joue en numéro 4, c'est pas bon signe du tout. Donc, ça marche pas. J'ai connu ça. Voilà. Bon, t'as dû en croiser, ça se trouve, des joueuses qui avaient fait peut-être un peu la fête Ouais, ouais.
Bah, ça doit se voir tout de Ouais, suite en plus à votre niveau, hein. oui, Ça doit, ça trompe pas souvent. ouais, ça tu m'étonnes. Et du coup, dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qui est le plus important pour toi comme aspect pour progresser vraiment dans le tennis? Est-ce que alors, c'est un mélange de technique, de physique, de mental. J'en ai entendu beaucoup parler de l'aspect mental avec Antoine Wang la dernière fois. Qu'est-ce qui te paraît le plus important pour progresser dans le tennis, alors que ce soit professionnel amateur, mais qu'est-ce qui est le plus important selon toi? Pour moi, bah, je dirais qu'en dehors du côté de l'aspect technique, tactique, et, vraiment tennis pur, physique et mental, moi en tout cas, ce qui m'a permis de plus progresser, c'est de me connaître moi-même, de savoir ce qui me correspond et ce qui me correspond pas. C'est pas Mm. parce que un tel fait comme ça ou tel joueur pro, tel numéro un mondial fait ci qu'il faut absolument le faire et le suivre à la lettre. C'est propre à chacun de trouver ses habitudes et ce qui nous réussit le mieux. Et je pense notamment à des fois où bah, ce fameux championnat de France, quand j'ai fait le doublé, j'aurais pu écouter mes coachs à cette époque-là, ou les gens qui m'entouraient et qui me disaient bah, la semaine prochaine, tu as les championnats de France seconde série, tu fêteras ça après. Et pour moi, non, c'était hors de question. Et il était hors de question que je fête un titre 10 jours après, alors qu'entre-temps, j'allais potentiellement avoir une défaite. Mm. Moi, je peux pas fêter un titre après une défaite. Et donc, à ce moment-là, je me suis écoutée et voilà, j'ai passé une bonne soirée avec mes proches et ça m'a permis de recharger les batteries. Et je pense que c'est en partie ce qui a contribué, même si c'est certain, à mon deuxième titre. Ouais, donc ce que j'entends, c'est vraiment toi, t'es à l'écoute de ton corps et on va dire, enfin, tes envies sur un moment T et que voilà, si t'as besoin, tu sens que t'as besoin de relâcher, bah tu prends une soirée, tu te relâches et après tu redémarres. Voilà, toi tu t'écoutes. C'est c'est ça, c'est de m'écouter et je pense que pour ça, les moments d'arrêt m'ont fait un peu grandir dans le Mm. sens où quand j'ai galéré avec mon poignet, et bah forcément, il fallait que je sois à l'écoute. J'ai pas souvent pu faire ce que je voulais. Il a toujours fallu attendre, attendre et réattendre, réopération, etc. à pas s'en sortir. Donc, ben, faut être patient et le chemin est long, ça avance petit à petit, mais pour pouvoir s'en sortir, pour moi, ça a été impératif de faire ce que je voulais et ce qui me correspondait le mieux. Ok. Du coup, ça doit de temps en temps, enfin, ça faille, c'est peut-être pas le bon terme, mais du coup, tu t'as aucun scrupule à imposer tes choix par rapport par exemple, aux conseils de tes coachs ou de ta famille. Voilà, J'ai je dirais pas la jusqu'à chance de dire que t'as un m'exprimer. fort caractère parce que je ne te connais pas, mais de ce que je comprends quand Non, non, alors pour le coup, je suis, enfin, j'espère que mes coachs le partagent. Je suis assez facile, même très facile, d'un caractère. Bah, évidemment, hein, j'ai mon caractère comme tout le monde, mais je suis vachement à l'écoute. Et non, je me suis entourée de personnes qui me connaissent depuis que je suis toute petite. Mes coachs les plus proches aujourd'hui, c'est les personnes qui me connaissent le mieux. J'ai grandi avec eux. Et maintenant, c'est super facile parce que pour moi, si j'ai besoin, pour X raison, un jour, je me sens moins bien, et ben je les appelle et on fait péter l'entraînement du matin parce que je suis fatiguée ou que j'ai besoin de récupérer ou que j'en sais rien. Ils sont à l'écoute, comme à un moment donné où après la deuxième opération du poignet, j'ai dit stop. Et ben ils ont compris et quand j'ai voulu rattaquer aussi, j'ai été la première à les appeler à dire bon allez les gars, c'est reparti, t'as parti. Ouais. on attaque. Donc, évidemment que je fais pas toujours les bons choix. Ils sont là pour me guider. Je les écoute au maximum. Et non, ça a jamais faillité. Et comme je dirais, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui me comprennent et, en tant qu'humaine et qui prennent, on va dire, en compte ma vie personnelle aussi bien que ma vie professionnelle. Du coup, sur le circuit, tu voyages avec quoi, un coach et un préparateur physique. C'est quoi ton équipe réduite quand tu pars à l'étranger?
Alors là, sur les derniers tournois que j'ai eu la chance de voyager avec Magnus Larsson, D'accord. un Suédois qui a été top 10, qui a bah, forcément une bonne connaissance à Ok. Thomas, mon coach, puisqu'ils ont Mhm. gagné ensemble la Coupe Davis. Et puis Classe. j'ai fait Roland avec Magnus et j'avais mon kiné aussi avec moi, chose que je ne peux pas faire à l'année sur le circuit. Euh, et sinon, j'essaie au maximum de voyager avec mon coach. Tu vas finir par être naturalisée suédoise à force d'être entouré de Suédois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Suédois autour de moi. Et du coup, bah, moi, je trouve que c'est bien que tu dises qu'il faut garder du temps pour sa vie privée, hein. C'est vrai que on a tous envie des fois de faire 12 000 tournois, même en amateur, hein. Moi, le premier, je suis 15 ans, ça fait 7 ans que j'arrive pas à monter 15. On s'obstine à jouer, et puis au final, des fois, il faudrait se dire, ben, on va couper 2, 3 mois. Alors nous, on peut se le permettre entre guillemets, mais se couper 2, 3 mois en disant, puis après, je vais revenir faire des tournois, et puis ça marchera peut-être, je gagnerai à 15 ou à 5. Du coup, quel conseil tu pourrais donner aux joueurs amateurs ou même pro, mais quel conseil tu pourrais donner de manière générale, on va dire? Exactement le même que celui que j'ai déjà donné, c'est de s'écouter. On est tous différents et à un moment donné, si on ressent le besoin de faire une pause, il faut pas commencer à penser aux points à défendre, au classement, etc. Je pense qu'il faut s'écouter et quand l'envie est là, moi c'est toujours à ce moment-là, quand j'ai pris le maximum de plaisir à être sur un terrain, que j'ai performé. Et ça, c'est quelque chose que je comprends de plus en plus avec le temps. Et j'essaie de tendre vers ça dans le sens où je sais que peu importe le nombre d'heures d'entraînement que j'ai derrière moi, si je prends plaisir à faire ce que je fais et plaisir à être sur un terrain de tennis, c'est là où j'ai le plus de chances de performer. Et, euh, et donc j'essaie un peu de me dégager de toutes ces problématiques de j'ai pas fait assez de volume horaire, j'ai pas passé assez de temps sur le terrain aujourd'hui ou cette semaine, donc je vais pas bien jouer, ce qu'on peut un peu se dire en tant que joueur de tennis. Donc voilà, s'écouter, être à l'écoute et faire les meilleurs choix pour soi et pas pour les autres. Ouais, c'est sûr qu'on ne vit pas pour les autres, je te confirme. Oui, donc oui, faut avoir la sensation de prendre du plaisir et voilà. Et c'est ça qui te guide. Mais t'as raison, c'est ce qu'il faut, hein. Ouais, je pense que ça sert à rien de continuer si on n'a plus aucun sens et qu'on met plus de sens à ce qu'on est en train de faire. On a tous connu des matchs où on n'avait pas envie d'être là, on préférait être avec les copains ou Vraiment. faire autre chose. Je pense que ça arrivait à tout le monde. Ça nous arrive aussi, nous, en tant que joueur pro, quand on est bah, au fin fond d'un pays étranger et que c'est dur, on est fatigué, c'est la fin d'une tournée, ben, c'est sûr que c'est pas comme Roland Garros où le public porte. Donc après c'est différent parce qu'on sait pourquoi on est en tournoi et là où ça peut nous mener. Mais en généralisant, c'est vrai que voilà, si on met plus de sens à ce qu'on est en train de faire, et ben autant stopper, prendre une pause, prendre le temps de réfléchir et de se poser et de faire les bons choix. Bah, à partir sur l'ambiance de Roland Garros, c'est vrai que moi, ça doit faire plus de 10 ans que je viens aux qualifications de Roland. Bon, là, malheureusement, toi, tu as joué mardi. Bon, les temps, je travaillais, donc je pouvais pas. Mais j'y suis allé jeudi, vendredi, et c'est vrai que c'est assez sympa maintenant, parce qu'il y a encore 7, 8 ans, franchement, il n'y avait pas grand monde dans les qualifs. Alors, c'était sympa pour les amateurs de tennis, parce qu'on pouvait aller facilement d'un terrain à un autre. Là, c'est vrai que maintenant, et tant mieux pour vous, c'est que même dès le lundi, le mardi, il y a du monde dans les tribunes, et c'est vrai que ça peut vous pousser, c'est plutôt sympa. Ouais, premier grand chelem chez les pros, j'avais pas forcément de référence ou je m'attendais pas forcément à quelque chose. J'ai été agréablement surprise de voir qu'il y avait autant de monde pour me supporter dans les tribunes et de l'ambiance générale en qualif. Je remercie tout le public pour ça parce que c'est vrai que toute l'année on joue devant, des fois il y a deux personnes sur un terrain Ouais. et de se retrouver à Roland porté par son public dans son pays, ça fait chaud au cœur. C'est sûr que dans certains pays, on va dire un peu plus exotiques,
ouais, c'est un peu à la chaîne. Et à Monastir, par exemple, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde. Je voudrais pas le critiquer ce tournoi, mais j'ai des témoignages d'amis qui sont négatifs, qui y allaient de temps en temps. Ils m'ont dit, c'était pas la plus grande ambiance sur le côté, quoi. Ah, non, non, c'est pas la plus grande ambiance. Et pour rejoindre ce que je disais précédemment, il y a des joueurs qui peuvent y passer. Moi, je connais des joueurs qui ont fait 3 mois de suite à Monastir. Ah ouais, c'est Donc, impressionnant, c'est la chaîne là-bas. qui restent dans l'hôtel et vu que les terrains sont dans l'hôtel, vraiment, ils sortent pas pendant 3 mois de leurs 4 murs. Moi, c'est quelque chose qui est inconcevable pour moi. Donc, j'oriente ma prog différemment. Et voilà, je vais faire 2 ou 3 semaines maximum sur le même lieu. Parce que sinon, je sais que je serai pas aussi productif que je pourrais l'être. Ah ouais, c'est un confinement de tennis, quoi. C'est quelque chose. C'est ça, exactement. On peut pas le décrire autrement. Ouais. Non, non, bah ça confirme un peu ce qu'on m'a dit. Ah, une question de Forza Ferrari. Alice, tu préfères être dans le top 100 ou jouer un grand chelem en simple sans wildcard? Oula, je pense connaître la réponse, c'est la mienne aussi. Ah bon? Toi, Est-ce comment que tu peux y tu répondre? préfères, tu préfères être dans le top 100 ou jouer un grand Ou jouer un grand chelem? chelem? Ça veut dire que je joue les grands chelems sans wildcard, donc à choisir, je préfère être dans le top 100, hein. Bah ouais, oui, ça me paraît plutôt évident. Bon, de toute façon, je suppose que à terme, ton objectif, c'est d'atteindre le top 100. De toute façon, je pense que, ou tu te donnes des objectifs, on va dire, paliers, pour les prochaines années. J'ai pas d'objectif palier. Hmm, Je m'en suis assez fixée quand j'étais jeune hmm. et que je ne connaissais pas encore les blessures. Ouais. Euh, pour avoir son classement définitif, il faut jouer un an complet. Pour l'instant, ça n'a jamais été mon cas. Hmm. Euh, Aujourd'hui, je suis 315 sans avoir joué un an complet. Malheureusement, bah, j'ai cette blessure qui est arrivée, donc ce sera pas encore pour cette année. Mais en termes de niveau de jeu, je pense que j'ai clairement ma place dans les qualifs de Grand Chelem. Et c'est le but que de plus avoir besoin de wildcard à volant pour l'année prochaine. Ce sera tout cœur. Mais ouais, c'est vrai que les enchaînements des blessures, je crois que c'est. Et puis il y a toujours de l'espoir, hein. Je vois c'est Constant Lestienne qui a plus de 30 ans et je crois que ça a été un peu le même cas que toi, c'est-à-dire qu'il a eu du mal à arriver au temps que 100, mais pareil, il était incapable de faire un an sans blessure, quoi. Et la seule année, je crois, où il est pas blessé, bah, c'est l'année dernière, où bah du coup il monte 60 ou 65, je crois. Mm. Bon, puis là, malheureusement, bah ça y est, c'est reparti, il réenchaîne les blessures, quoi. Mais il a Ouais, fait une interview intéressante sur le sujet. Ouais. ouais, bah, il y en a qui ont la chance d'être moins blessés que d'autres. Mm. Moi, j'ai toujours fait Mm. des trucs un peu bizarres et pas forcément communs. Mm. Après, bon, le poignet, pour le coup, c'était assez commun dans le tennis. Mais ouais, j'ai enchaîné pas mal de blessures. En même temps, quand on revient d'une blessure assez grave comme j'ai eu au poignet, de reprendre et quand on n'a plus l'habitude pendant 2 ans d'avoir joué au tennis, forcément que ça tire de partout et Mm. qu'on est plus sujet par la suite à se reblesser, d'où l'importance de gérer au mieux ce temps pause et de préparer le corps à la reprise. Ah, le corps, malheureusement, il compense avec les autres muscles ou les autres articulations, et des fois, c'est le reste qui pète, ouais. C'est un peu, c'est un, Exactement. c'est un peu dégueulasse, effectivement, sur ce sujet-là, des Mm. fois. Mais, ouais, bah, du coup, l'objectif, ouais, c'est top 100, bah, j'espère que tu vas l'atteindre rapidement. Et, Merci. du coup, je me posais une question également. Alors, n'hésitez pas, hein, dans le live, j'en ai pas revu d'autres. Euh, tu es encore jeune, Alice, tu as encore le temps. Bah oui, 22 ans quand même. Et Arthur Oui, Winderneck, il a je 30 ans. suis jeune, mais bon, en même temps, le temps passe, donc on a envie d'y arriver le plus vite possible. Du coup, du coup, j'ai deux questions. Alors, je te demande pas tes états de compte en banque, évidemment, euh, mais comment on s'en sort justement? Parce que il y a eu plein de documentaires un peu sur la vie du circuit secondaire. Le prize money n'est pas du tout paritaire sur beaucoup de tournois, surtout sur le circuit secondaire, ouais, et même principal, à part peut-être les grands chelems entre hommes et femmes. Comment on fait entre 100 et 300, enfin allez, on va dire 100 et 500, comment on fait pour vivre?
C'est difficile. On gagne pas notre vie en jouant sur le circuit pro, on joue à perte. Et donc, il faut trouver un moyen de combler avec les sponsors, les clubs, les partenaires, grouper avec d'autres joueuses pour que ça coûte moins cher, trouver les structures d'entraînement adaptées. C'est un peu une vie de débrouille et il faut trouver l'argent là où on ne gagne pas. Mm. Et du coup, pour faire un peu la transition, est-ce qu'il y a vraiment, enfin, la réponse va être oui, mais qu'est-ce que tu vois comme grande différence entre le circuit homme et féminin? Est-ce qu'il y a vraiment Ouais, des différences en termes bah déjà le d'organisation, prize d'accès? money, Ouais, alors, oui, effectivement. déjà Ce le qui est prize déjà un énorme point. money, Ouais. ce qui est un énorme point. Après, la différence, je pense, c'est que le tennis masculin est plus regardé que le tennis féminin. Mm. Et sinon, je dirais que c'est les deux différences majeures Mm. que je vois. Et qu'est-ce qu'il faudrait, à ton avis, alors, bon, là que les TV devraient plus diffuser le tennis féminin, mais qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il soit amélioré pour que justement le tennis féminin soit plus vu? Enfin, je sais pas, là, j'ai pas de solution magique évidemment, mais est-ce que tu as un avis là-dessus? Non, moi non plus, j'ai pas de solution magique, si ce n'est que de promouvoir le tennis féminin aussi bien que le tennis masculin, que de programmer des night sessions, des matchs de filles aussi bien que des matchs de garçons. Et puis, je pense que le tennis masculin, il y a eu tellement de grands idoles Hmm, que ça a contribué au fait qu'il soit plus suivi. Et c'est vrai que le tennis féminin, c'est un peu plus aléatoire, dans le sens où le top 5 le top 10 même est un peu moins dessiné. ouais. Il y a plus de surprises. Donc, euh, alors que chez les gars, bah, les gens viennent pour voir les grosses têtes d'affiche, les Djokovic, les Rafa et les Federer à l'époque. Donc ouais, je pense que ça a contribué à ce que le tennis masculin soit encore plus regardé. C'est vrai que les night sessions, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu qu'une night session femme cette année en plus. C'était Stephens contre Sabalenka. Je suis pas sûr qu'il y en ait une Il y deuxième, ou en je a dis eu peut-être une bêtise. une, il y en a eu une, mais je sais pas s'il y en a pas eu une deuxième. Ouais. La première, je sais que c'est Stephens parce qu'elle avait publiquement râlé en disant que c'était pas normal. Et elle avait plutôt raison. Quand on voit que même Zviatek n'a même pas été mis en night session, c'est quand même assez étonnant. Bon, c'est dommage. Je pense que ce serait des petits efforts qui permettraient un petit peu plus de visibilité. Et puis attirer les jeunes filles à venir au tennis, tout simplement. Ce serait bien. Ouais, évidemment, il y a un gros travail de détection aussi à faire, d'accompagnement, repenser un peu dans les clubs comment former des jeunes et comment former des jeunes joueuses, ce qui est différent de jeunes joueurs. Mm, Euh, Pas forcément mieux, pas forcément moins bien, c'est juste différent. mm, Et c'est tout un système qui doit se remettre en question. clairement, clairement. Iga ne voulait pas night session. Bah, je la connais pas personnellement, donc je peux pas dire. Effectivement. Euh, il manque un truc bête, la Tipeee diffuse gratuitement les challengers, mais la WTA non. Je suis pas sûr que ce soit gratuit, hein, les challengers. Je Je suis pas pourrais pas certain. dire non plus. Non, je suis pas certain. Mais je crois que c'est Tennis TV, il faut un abonnement pour les voir. Et du coup, je vais revenir alors sur totalement autre chose. Il n'y a pas de transition. Mais je rejoins une question qui a été posée par Léo sur le chat. Souvent, nous, au tennis, on voit des paliers. Alors, je parlais de mon palier personnel qui était à 15-1-15, qui est très connu pour beaucoup de joueurs, ou pour qui il le passe pas. Moi, le premier. Euh, j'ai pas regardé ta pyramide de classement. Alors, je vais un peu reformuler la question de Léo. C'est à quel moment, pour toi, quel classement te paraît charnière, ou t'en as peut-être eu plusieurs, hein, mais est-ce que tu as senti à certains moments, le classement en 3-6, c'est là où t'as peut-être galéré, je vais pas regarder, hein, mais est-ce que tu as galéré à 3-6 ou à 1-6, à -2? Est-ce que tu as senti des paliers sur certains classements? Quand j'étais jeune, j'ai une progression assez constante. J'ai dû, Mhm. je crois, de mémoire, si je retraçais mon classement, j'ai dû être 33 à 8 ans, et puis je suis vite passée à 31,
15-4, 15-1, j'ai fait 5-6, 3-6, 2-6. Et Alors, puis, je devais être, il me semble, -2 à, je me rappelle, j'étais -2 à 14 ans. ouch, ça fait mal. J'étais -2 à 14 ans. Et je suis restée une saison à -2 parce que, D'accord. parce que j'ai pas beaucoup joué, que j'avais un peu, à cette époque-là, un peu moins la tête à jouer aussi. Hmm. Et ça recoupe ce que je dis et ce que je revendique dans le fait de faire ces choix. Donc moi, j'avais décidé de continuer à m'entraîner, mais de faire moins de tournois. Donc Ouais, forcément, le classement français ne suit pas hein, quand on joue pas beaucoup de c'est tournois. vrai. Et la saison d'après, je me suis remise complètement. J'ai changé de club, complètement changé de structure. J'ai intégré l'ASM. Hmm. Et cette saison-là, j'ai fait -2. Donc à mes 14 ans, j'étais -2. À mes 15 ans, j'étais toujours -2. Et puis l'année de mes 16 ans, j'ai fait -2 numéro 40 en un an. Ah ouais, Et donc je crois que j'ai été plus grosse progression de France à ce moment-là. Et ensuite, tout s'est un peu enchaîné. J'ai démarré le circuit pro, j'ai vite bien joué. Et puis voilà, c'était parti quoi. ouais, donc effectivement, tu as eu plutôt une progression linéaire et c'est plus un ras-le-bol sur un moment à -2 à 14 ans où il a fallu que tu souffles un peu et ensuite, dès que tu t'es remotivé, tu as repris beaucoup de classements du coup. Ah ouais, -2 à numéro 40, c'est fort quand même. Puis en plus, attends, c'était quand ça? Les -30, ils existaient encore déjà ou encore ou pas? Je sais Non, plus. moi je Non, les ai jamais connus. tu les as pas connus. Ah là, ça me vieillit. Non. Ouais, ça fait mal. Donc ouais, bon, ça fait un classement moins, mais quand même, c'est fort. De -2, -4, -15 et direct numéro 40. Au final, t'étais même pas loin de la première série en une année, quoi. Bref, il manquait Ouais, encore des places. Bon, j'abuse, il manquait 15 places. il Bon. manquait encore des places, mais c'est l'année d'après. Donc ça, cette année, j'ai intégré la SM en 2016, donc c'était la saison 2016-2017. Et Hmm. puis j'ai fini en étant N40 et en 2018, c'est là où je fais championne de France, un double championne de France et donc j'étais N20. N20, ouais, c'est fort. Ouais, donc toi, t'as pas vu forcément de blocage et de blocage là-dessus. Mais ça rejoint quand même un petit Non. peu, ça rejoint un petit peu un ami qui est négatif où effectivement, alors lui, il a stagné un peu à zéro. Il a senti une grosse différence il joue sur Cavaillon, voilà, Enzo, si tu me vois. Il a bloqué à zéro pendant 2, 3 ans et il a eu un déclic sur une année. Et pour le coup, après, il a enchaîné -2, -4 en presque un an. Mais effectivement, à peu près à ton classement où il a eu du mal un peu à l'absorber, on va dire, le cap du zéro. Ouais, bah, Mais bon. il y a des joueurs, il y a des joueurs où c'est le cas. Il y a, quand j'entends beaucoup de personnes bloquer un classement, se mettre des barrières aussi. Moi, si je vois jouer une fille ou un garçon, je suis incapable de dire son classement. Hmm. Si je vois deux joueurs jouer en match, je saurais pas forcément dire qui est le meilleur. Ils savent tous les deux faire des coups droits, faire des revers. Et, euh, et je pense que ça vient aussi vachement de cette barrière psychologique qu'on se met, Hmm. qui est vachement française aussi dans l'approche. Ouais. Et moi, je l'ai jamais trop ressenti ce truc-là parce que j'étais jeune, un peu inconsciente, je progressais au classement, je faisais des bons matchs, tout s'est plutôt bien enchaîné pour moi, donc j'ai jamais trop stagné sur un classement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est, tu vois, nous, on s'obstine à penser classement et en fait, tu as la bonne approche. C'est que tu te dis, moi, je pense à mon jeu, à mon plaisir, à mes objectifs, que ça joue à côté bien ou pas bien. Moi, je vis mon match, je joue mon tennis et puis ça suit la progression Exactement. du suivra. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai Exactement. qu'on, voilà, on se dit, ah, ben, je vais jouer à 15 demain, je vais jouer à 5 et on pense au classement alors qu'on devrait se dire, non, mais demain, je vais essayer de faire un bon match et si je fais un bon match, je vais gagner. Ouais, ouais, mais avant de connaître toutes mes galères, je pensais également comme ça. J'étais stressée à l'idée de jouer à mon classement et de potentiellement pouvoir perdre à mon classement ou de jouer en contre. Et puis quand je jouais en perf, j'avais rarement de problème. Et Mm. puis c'était toujours de se comparer aux autres. Et
quand je suis revenue de mes 2 ans sans jouer, pour moi, il était plus concevable de se comparer à qui que ce soit, puisque je jouais des nanas qui avaient pas connu le centième de ce que j'avais pu connaître. Et à ce moment-là, bah, il n'y a plus aucune comparaison qui est possible, en fait. Enfin, moi, je reprenais une raquette pour la première fois, elles avaient joué, elles s'étaient entraînées pendant 2 ans, alors que moi, j'avais pas touché une balle et une raquette. Mm. Donc à ce moment-là, c'est là où je me suis détachée un peu du classement, mais même si aujourd'hui j'ai peut-être l'impression de paraître complètement détachée, j'aimerais l'être encore plus parce que bien évidemment que c'est quelque chose qui est encore dans ma tête. Quand on voit des chiffres ou quand on joue à top 100, quand j'ai battu ma première top 100, ça m'a fait quelque chose, alors qu'au final, c'est qu'un classement. Mm. Mais oui, oui, bien évidemment qu'on est attiré par le fait de penser au classement plutôt que de penser au niveau de jeu. Non, mais t'as raison. Après, ça reste effectivement, c'est un indicateur ça peut être un indicateur de niveau. Après, effectivement, s'il faut s'en détacher, t'as raison. Mais après, c'est sûr que quand tu gagnes ta première top 100, c'est sûr que tu t'en détaches pas totalement. Ce serait très étonnant. Ah, bah, j'ai Non, gagné une top 100, je m'en fous, mais c'est ça. c'est C'était sûr. un exemple un peu extrême, mais évidemment que quand j'ai battu ma première top 100, ça a été un moment énorme pour moi. C'était un rêve de gosse Mm. carrément. Et puis on parle tellement de ce fameux top 100 que voilà, c'est fait. euh, et puis personne ne pourra jamais me l'enlever, quoi. Et du coup, top 100 parce qu'on dit souvent que chez les hommes, on gagne sa vie, quand on est top 100 ou top 150. À peu près, hein. Je maîtrise pas totalement le sujet. On dit souvent que chez les filles, bah, vu qu'il y a un problème de prize money, on dit plutôt que pour gagner sa vie, on va dire correctement dans le tennis féminin, c'est plutôt top 50. Est-ce que c'est vrai ou c'est pareil top 100? Est-ce que dans les circuits WTA, c'est pareil, bah, l'hôtel est pris en charge dès que tu rentres dans les grands tableaux aussi, Honnêtement, je pourrais pas répondre clairement ouais, à cette question parce que c'est un sujet qui est assez tabou. Voilà, on va pas forcément parler de ça. Ça dépend vachement. Il peut y avoir une joueuse top 50 française, par exemple, qui a énormément de sponsors et qui ouais, va très bien gagner sa vie. Et il peut y avoir la polonaise qui est derrière, qui est 51 et qui va pas gagner sa vie. Ça ouais, dépend tellement de facteurs que ça dépend de avec qui on voyage, l'équipe, ça dépend de combien de salaire on a à payer, combien on sort pour la structure d'entraînement, ça dépend les taxes aussi qu'on prend, ça dépend si on joue bien au Grand Chelem ou si on joue pas bien au Grand Chelem, parce que c'est les Grand Chelem qui payent le plus et ça tout le monde le sait aujourd'hui. bien sûr. Donc il y a pas forcément de barrière. Je dirais quand même que dans le top 100, aujourd'hui, les filles gagnent leur vie, Ok. plus ou moins. Oui, oui, plus ou moins. Non, 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 mais je comprends totalement. Et puis ça dépend des fédés, qui n'ont pas toutes les mêmes moyens aussi. Toi, tu es toujours accompagné par la Fédé. À 22 ans, tu as toujours je suppose, une aide ou je sais pas sous quelle forme c'est. Ça peut être coach ou financière, je sais pas, mais pas besoin de Non, savoir le détail. Mais je suppose que la Fédé t'aide encore un peu, non? non, alors j'ai pas d'aide de la fédération, D'accord, j'ai pas d'aide financière, j'ai pas d'aide d'accompagnement. d'accord. Donc là aujourd'hui, je suis pas aidée par la Fédé, si ce n'est le fait que je les remercie De la de webcam. m'avoir ouais de la wildcard, de la confiance qu'ils m'accordent et puisqu'au final ça m'a permis de jouer un premier enjeu. Et du coup, au niveau de la wildcard, tu l'apprends en même temps que tout le monde ou on te dit quelques jours avant, tu as une idée, enfin, je dis pas que ces trucs, attention, c'est pas ce que je dis, hein, mais est-ce que on sait quelques jours avant que c'est bon signe, ou vraiment c'est la surprise? T'es pas obligé de répondre, hein. Non, non, non. Alors, moi, je vais être complètement honnête. Je vais casser le mythe des tabous qu'il y a dans ce sport. Et non, on l'apprend en même temps que tout le monde sur les réseaux sociaux. Et moi, j'avais pas mon téléphone à ce moment-là sur moi quand Ok. l'annonce s'est faite sur les réseaux. Donc, j'ai reçu tout d'un coup